Édouard, je vous donne la parole. Donc, vous allez nous parler un petit peu de la vision britannique de ce changement de paradigme. Et puis ensuite, on vous posera quelques questions et je pense qu'on verra tout de suite. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir l'approche qui est quand même assez différente. Hein, et qui pour nous, je ne vais pas dire que ça nous fait envie, mais presque. Hein. Je vous laisse, allez-y, on en reparle très après. Bien. Écoutez, merci beaucoup Franck pour l'invitation et aussi aux autres membres de la FIEF, c'était très intéressant. Et merci Tommaso pour cette présentation qui était vraiment riche en plein. Et malheureusement, j'ai pas autant de chiffres et de graphiques, mais j'aimerais bien être rentré dans autant de détails. Et mais un point qui était assez intéressant aussi sur en cette transition de véhicules de plus en plus premium, où moi ça me rappelle ma première voiture il y a un peu moins de 10 ans, c'était une Twingo 94 décapotable. Enfin, c'était le rêve et maintenant c'est vrai que ça existe plus trop. Mais donc voilà. Et mais non, mais c'est vrai que le Royaume-Uni a une approche un peu différente, mais on a aussi quand même on fait face à des challenges qui sont assez similaires. On va le voir. Merci beaucoup. Ouais. Dans cette présentation, donc. Très rapidement, ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est un peu le contexte de l'électrification au Royaume-Uni. Et on fera aussi un petit rappel de la chaîne de valeur, en fait, parce qu'on va se concentrer sur la fabrication de batteries, plus principalement, pour les véhicules électriques, en se familiariser un petit peu avec l'écosystème britannique. Donc, qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni, quelles sont les industries qui sont déjà implantées, et ensuite rentrer dans cette stratégie qui a été publiée en fait en fin d'année dernière pour le secteur de la batterie automobile, où c'est basé sur ce design, build, sustain, qui, bon, en gros, concevoir, construire et maintenir. Et à la fin, je vous mettrai juste une petite slide avec mes coordonnées pour si on veut poursuivre ces discussions. Donc, sans plus attendre, ici, on a en fait un extrait du document qui a été publié en novembre dernier par le gouvernement britannique qui montre en fait les estimations de production de véhicules au Royaume-Uni, de production de véhicules électriques. Donc, comme vous le voyez, en 2023, il y a eu 315 000 véhicules électriques mis en route. Donc, c'est une augmentation de 20% de plus que les chiffres en 2022. J'ai pas les chiffres de véhicules électriques produits en 2023, mais si on regarde ceux de 2022, ça représente 9,5% de tous les véhicules produits au Royaume-Uni et ça représentait seulement que 3,4% en 2019. Donc encore ça augmente et je pense qu'en 2023, les chiffres n'étaient pas encore totalement sortis parce qu'il y avait la différenciation avec les hybrides, mais on est autour de 12% environ. Mais on voit que ces estimations-là, donc le Royaume-Uni avait à la base une ambition de bannir les véhicules à ICE, donc à combustion thermique, enfin véhicules thermiques en 2030. Donc on s'est vite rendu compte aussi que ces tendances sont assez compliquées à atteindre. Donc on s'est basé comme sur l'Union européenne, donc avec en 2035. Mais on voit que d'après ce graphique, on voit quand même qu'il y a une augmentation. Excusez-moi, je fais un petit peu n'importe quoi. On voit qu'il y a un petit peu une augmentation assez rapide autour des années 2030-2031 où il y aura quand même un gros pourcentage de véhicules électriques produits. Donc on verra ce qu'il en sera d'ici là, mais c'est vrai que l'électrification c'est censé être un peu rapide au Royaume-Uni, on l'espère. Aussi, si on compare, si on élargit un petit peu aux autres domaines, on voit qu'il y a aussi d'autres éléments que les véhicules électriques. Donc, il y a aussi les bus, les véhicules commerciaux, le stockage d'énergie, les batteries vont être utilisées pour les formes de mobilité douce. Et on voit qu'au fur et à mesure des années, même si le secteur principal serait les véhicules particuliers, les véhicules électriques, il y a aussi une augmentation des autres domaines. Et enfin, juste pour comparer un petit peu avec la demande en gigawattheure, donc en fait en batterie électrique mondiale, on voit une tendance un petit peu moins asymptotique que le Royaume-Uni. Bon, on le comprend, c'est parce que voilà, le Royaume-Uni fait partie comme la France, soit des économies un peu similaires ou des pays un peu plus développés, où en fait on atteindra un peu plus rapidement. On anticipe d'atteindre ça un peu plus rapidement que les autres pays, là où même après 2035, plein d'autres pays auront encore énormément de véhicules à combustion, des véhicules thermiques. On va parler un petit peu maintenant de la chaîne de valeur en fait de la batterie, comment ça fonctionne. Je me suis permis de mettre cette slide, donc j'imagine que pour la plupart d'entre vous, je ne vais rien vous apprendre, mais très
de façon très simple, en fait, une batterie, c'est quoi? C'est composé de 3 éléments. La cathode, qu'on peut voir ici à gauche sur l'électrode plus, une électrolyte qui est en fait entre les deux, entre l'anode et la cathode, donc et l'anode qui est à droite. Donc en fait, quand le véhicule se décharge, quand le véhicule fonctionne, les électrons vont passer de l'anode à la cathode, et les ions en fait lithium, souvent qu'on entend parler des batteries lithium dans le secteur automobile, qui en fait vont faire des va-et-vient entre la cathode et l'anode. Et quand on recharge le véhicule, c'est le schéma inverse. Donc le cycle de vie constamment, c'est ces ions, ces électrons qui vont de cathode à anode dans ces cellules de batterie. Donc on parle de batterie lithium-ion dans le secteur automobile. Il y en a en fait 2 types principaux. Donc il y a la batterie LFP et la batterie NMC. Donc LFP, c'est quoi? C'est la batterie lithium-fer-phosphate, qui est c'est la batterie principalement qui est produite en Chine. Elles sont moins chères, elles sont un peu plus lourdes, elles sont assez satisfaisantes pour les véhicules qui font des petits trajets, pour le rechargement de petits trajets. Elles sont principalement trouvées dans le véhicule à faible autonomie, ou par exemple comme la Citroën IC3, comme on le voit, donc ce genre de véhicule-là. Et la R&D se concentre énormément sur l'amélioration de la cathode pour essayer de rivaliser contre les batteries NMC qui, elles, sont beaucoup plus performantes, comme on peut le voir ici à droite. Donc NMC qui veut dire nickel, manganèse, cobalt. Donc ça, c'est les matériaux qui sont dans la cathode et qui sont principalement utilisés produites par la Corée, l'Europe et les États-Unis, et qui produisent des véhicules un peu plus premium. Donc on voit que c'est des batteries plus légères, plus adaptées aux longs trajets, mais elles sont aussi plus chères, dû principalement au nickel qui est dedans. Et il y a assez d'enjeux un peu politiques, on va dire déjà, avec le cobalt qui est essentiellement en Afrique centrale avec des problèmes de droits humains assez attristants malheureusement. Et la R&D se focalise beaucoup sur la réduction des coûts et la performance de l'anode. Et il y a aussi d'autres types de batteries sur lesquelles on va dire plutôt la R&D se focalise, mais qui sont un peu plus loin derrière au niveau TRL, au niveau s'ils sont prêts à être mis sur le marché, donc les batteries sodium-ion, les batteries solides ou encore les batteries métal-air, qui sont d'autres thématiques. Je vous rassure, je ne vais pas parler de ça du tout, parce que ce serait très très ennuyant. Mais c'est pour vous montrer en fait à quel point la chaîne de valeur de la batterie est complexe en fait. Donc ça a été publié par le Advanced Propulsion Center, qui est en fait un sous-département du gouvernement britannique qui a été créé en 2013 pour en fait faciliter la R&D dans le domaine automobile et l'électrification du parc automobile. Mais en fait une vision un peu plus simplifiée, ça va être ça, en fait la chaîne de valeur de la fabrication de batteries. Donc on a tout à gauche, en fait, l'extraction minière des éléments. Donc là, c'est l'exemple avec la batterie NMC, avec lithium, cobalt, nickel. Et on voit à droite directement l'étape d'après, c'est le raffinage de ces métaux, de ces matériaux, pour en faire des matériaux qui sont aptes à être utilisés dans l'anode et la cathode, qui est ensuite l'étape numéro 3, qui sont produits séparément. Et enfin, pour être assemblé dans une cellule, donc la cellule batterie qui est souvent, il y en a plein de formes, mais souvent c'est des cellules un peu cylindriques qu'on peut voir comme une pile qu'on a à la maison. Et avant d'être mise dans un véhicule, en fait, une batterie de véhicule, c'est quoi? C'est une grosse boîte qui a plein de modules, qui eux-mêmes ont plein de cellules. Donc c'est comme si on mettait plein de canettes de coca dans un même pack. Et tout ça, c'est assemblé, mis dans une case aluminium ou composite. Enfin, ça dépend des types. Et voilà. Et à la fin, on voit qu'il y a aussi l'enjeu pour réintroduire ces batteries, donc les recycler ou les réutiliser à d'autres fins, comme pour le stockage d'énergie. Ça, c'est un extrait assez intéressant en fait qui montre là maintenant la valeur de ces différents. Maintenant qu'on a vu cette chaîne de valeur, quelle est la valeur en fait économique de ces différents éléments. On voit en bleu, ça c'est uniquement la production de matériaux. La cathode, on voit plus de 50% en fait du prix d'une batterie, c'est dû au coût des matériaux. Et on voit ce qui est assez surprenant, c'est les 2 premiers éléments. Donc, je suis désolé, c'est en anglais, mais c'est la cathode en fait représente à elle-même 34% du prix de la batterie. Là où l'anode, seulement 8%. L'anode, c'est uniquement du graphite, principalement, avec peut-être un petit peu de revêtement, mais les cathodes sont les matériaux un peu plus complexes et beaucoup plus chers. Donc là, ça montre un peu l'enjeu qu'il y a de pas seulement construire des gigafactories, qui, on le voit, c'est la partie en vert, mais aussi toute la production de matériaux de ces différents éléments. Je vais vous parler un petit peu de
l'écosystème britannique, on va se familiariser un tout petit peu avec ce qui se passe au Royaume-Uni avant de parler du futur, aussi ce qui est actuellement présent, qu'est-ce qu'on a. Brièvement, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque élément, mais c'est assez intéressant de regarder cette carte qui montre un petit peu à quel point le secteur automobile électrique, de véhicules électriques, est assez répandu vraiment sur tout le pays. Donc de l'Écosse à l'Angleterre, en passant par le Pays de Galles, on a plein de centres différents, que ce soit des productions, des raffineries, des centres de recherche pour batteries, des centres des constructeurs automobiles. Hein, on voit donc les régions principales sont C, D, F, E, donc vraiment voilà le nord-est, excusez-moi, C vers Sunderland où il y a essentiellement Nissan qui est là-bas, c'est des gigafactories, etc. Au nord-ouest, excusez-moi, avec autour de Liverpool, on a Stellantis qui est là-bas, on a des la Bentley, on a d'autres choses, et dans les Midlands, donc FAE, on a Jaguar Land Rover et plein de centres de recherche technique aussi qui se trouvent là-bas. Donc ça montre un petit peu à quel point le Royaume-Uni a déjà en fait des bases sur lesquelles on peut construire. Ça, c'est pour montrer un petit peu à quel point la transition pour l'électrification du parc a déjà été entamée. Donc Édouard, oui. Juste une chose, parce que j'ai vu, parce que peut-être sur ce graphique, parce que pour que nos auditeurs le voient bien, et ce que je trouve très intéressant, parce qu'à ma connaissance, nous, on n'a pas l'équivalent, vous avez sur plusieurs points de votre territoire ce que vous appelez des chemical processing ou graphite processing. Ça veut dire, si on reprend le graphique que vous avez mis avant, c'est-à-dire c'est un travail de raffinage des métaux. C'est ça. Alors, je suis pas expert dans la comment on appelle ça, dans la. Ouais, c'est ça. Donc en G, si on regarde par exemple, c'est que j'aurais pu entrer dans un peu plus de détails. Je suis désolé. Donc par exemple, H, on a et d'extraction aussi. Vous avez choix des mines de lithium. Ouais. Parce qu'en France, on se pose la question, mais pour le moment, à ma connaissance, on n'en a pas. Et ce qui est très intéressant, je trouve, parce que par rapport à nos gigafactories et aux projets qu'il y a en France et même en Europe, hein, quand on regarde un peu, moi, je n'y avais pas encore vu. Et c'est ce qui m'a beaucoup surpris quand on s'est rencontrés, quand j'ai regardé vos documents. Je n'avais pas du tout en tête qu'en fait, au Royaume-Uni, vous avez des structures, alors je ne sais pas quelle est leur capacitaire, mais en tous les cas, des structures de raffinage de matières premières. Oui, alors je pense que c'est un point intéressant. En fait, on pourrait pas croire non plus. Mais après, c'est vraiment comparé en fait à la demande, on va dire à la demande globale. Même en fait, c'est la demande rien que pour le Royaume-Uni, hein, parce que le Royaume-Uni, pour l'instant, se base beaucoup sur qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment leur propre économie et leur propre demande en véhicules électriques. On n'a pas du tout les chiffres atteints. Et puis, comme on l'a vu, c'est tellement une chaîne de valeur complexe qu'on a, par exemple, on voit en sud du Pays de Galles, au G, on a la raffinerie pour le nickel. Très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec le cobalt, qu'est-ce qu'on fait avec le manganèse, et si on fait des batteries LFP, qu'est-ce qu'on fait avec ça? H, c'est une joint venture assez intéressante avec Imerys, hein, donc entreprise française, et British Lithium, qui ils ont lancé un site d'extraction de lithium, extraction directe avec une industrie pilote pour justement faire aussi le raffinage de silane. Mais encore une fois, le lithium, c'est un des matériaux qui a pris le plus en coût et qui est utilisé dans tout type de batterie. Mais il y a encore d'autres minéraux et de matériaux qu'il faut utiliser. Ça veut dire que vous vous positionnez sur toute la chaîne de valeur. Et déjà, parmi les pays occidentaux, le seul autre que je vois qui prend un peu cette direction très assumée aujourd'hui, c'est les États-Unis. Puisque j'ai lu qu'aux États-Unis, par rapport à la problématique de batterie, le gouvernement américain met pour l'avenir la condition qu'il faut que toute la valeur soit produite aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de risque de rupture de chaîne de valeur, surtout vis-à-vis d'un non-partenaire comme la Chine, sur lequel ils ne veulent absolument pas être dépendants de la Chine dans ce domaine. Et c'est quelque part, quand on lit vos documents, c'est ce qui retransmet, c'est ce qui sort également des documents que vous avez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la volonté pour le Royaume-Uni d'intégrer tous les éléments constitutifs de la création d'une batterie et de les maîtriser, et d'être le plus autonome possible. Hein, je vous laisse continuer. Et exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a non seulement, qu'on peut le voir si on compare directement la France et le Royaume-Uni avec, on va dire, avec les gigafactories, le Royaume-Uni est derrière. Voilà, je vais venir. C'est une belle transition pour cette slide ici. Mais on voit que comparé avec le nord de la France, où vraiment il y a une capacité un peu plus annoncée qui est beaucoup plus grande, on est un peu derrière. Mais c'est vrai qu'on essaie de s'intéresser un peu au reste de la chaîne de valeur qui, on l'a vu, est assez complexe et aussi assez importante pour la sécurité
sécurité économique. Donc au niveau de production de batteries au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il y a? Donc en fait, pour l'instant, la seule usine qui est en fonctionnement, c'est la toute première AESC, donc qui est basée à Sunderland, à côté de Nissan. C'est une gigafactory théoriquement parce qu'elle produit plus d'1 gigawattheure par an, mais c'est seulement 2 gigawattheures, donc elle est assez petite. Mais il y a une deuxième usine, en fait, deuxième phase, cette usine qui est en construction et qui va avoir commencé à produire en 2025 et qui, elle, sera de 12 gigawattheures. Et une troisième usine qui a été annoncée dans le sud-ouest, donc à Bridgewater, par Tata, donc qui est la maison mère de Jaguar Land Rover, qui, elle, sera de 40 gigawattheures annuel. C'est vraiment un investissement assez astronomique, 4 milliards de livres, pour produire des batteries. Et au niveau des constructeurs, donc encore une fois, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un peu, ça montre à quel point l'industrie fait confiance un petit peu en fait dans la direction que prend le Royaume-Uni. Donc Nissan qui a investi 3 milliards depuis 2021, en tout 3 milliards de livres avec des véhicules 100% électriques. Donc 2 nouveaux modèles récemment, Nissan Juke et Nissan Qashqai, qui sont produits à Sunderland, donc dans le nord-est de l'Angleterre, juste à côté de la Gigafactory AESC et Envision. On a Jaguar Land Rover qui, eux, se sont positionnés pour investir plusieurs milliards sur 5 ans pour électrifier tous leurs modèles. Stellantis, bien évidemment, dans le nord-ouest de l'Angleterre, qui produisent déjà maintenant des véhicules 100% électriques et véhicules utilitaires légers. BMW avec Mini, qui produisent la e-Mini, en fait, qui sera produit à Oxford. Et Bentley, qui, eux, comptent produire leur premier véhicule électrique en 2026 à Crewe, qui est également dans le nord-ouest de l'Angleterre. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de la stratégie britannique. Donc, comme en fait ce document dans lequel je me suis inspiré pour traduire et partager avec vous ce que compte faire le pays. Donc, comme notre ministre, Nusrat Ghani, ministre Parlement du département économique, qui montre qu'en fait la vision du gouvernement pour 2030 est que le Royaume-Uni dispose d'une chaîne d'approvisionnement en batterie compétitive à l'échelle mondiale et qui soutient la prospérité économique et la transition vers une consommation net zéro. Très rapidement, le secteur automobile au Royaume-Uni, qu'est-ce que c'est? C'est 27% plus productif que le reste de l'économie et 14% plus productif que le reste du manufacturing, donc vraiment en output par heure, en production horaire, comparé à d'autres secteurs industriels, par exemple. Et un salaire annuel de 4 500 livres de plus que le reste de l'économie. Donc c'est un secteur assez intéressant. Toutes ces données viennent du Advanced Manufacturing Plan, qui est en fait donc, le document qui a été publié suite au budget d'automne par notre trésorier en fait en novembre 2023, où plus de 4,5 milliards de livres ont été débloqués pour investissement jusqu'à 2030 dans plein de secteurs, dont quasiment la moitié de ce chiffre est pour le secteur automobile. Donc le secteur automobile est vraiment un des secteurs clés, le secteur clé devant l'aviation au Royaume-Uni. Et en parallèle, c'est ce document, donc la stratégie de la batterie qui a été publiée en parallèle, qui est un document séparément. Donc on va rentrer dans cette thématique du design, build, sustain. Donc dans le design, qu'est-ce qu'on a? On a 3 axes principaux: l'innovation, l'accès aux finances et aussi les recherches de sécurité et safety des batteries. On va dire l'innovation, c'est le plus intéressant parce que le Royaume-Uni est vraiment un leader aussi dans d'autres domaines, hein, dans tout ce qui est le R&D, avec toutes les universités, les centres de recherche qu'on a. C'est vraiment une de nos qualités primaires. Et en quelques exemples, ici, on voit qu'il y a différentes institutions, comme le Faraday Battery Challenge, qui est un truc qui a été quelque chose qui a été créé en 2017, qui est un centre de recherche basé à Coventry, qui en fait attribue des fonds pour des projets en compétition de recherche batterie. Donc depuis 2017, il y a plus d'un demi-milliard de livres qui ont été investis dans ces recherches. Et on voit qu'il y a également, par exemple, le UK Battery Industrialization Center, donc UK BIC, qui lui est aussi dans les Midlands, c'est vraiment pour cette deuxième phase de après-recherche, quand on veut se scale-up, quand on veut s'industrialiser, on a besoin de prouver que ça fonctionne sur des échelles beaucoup plus grandes. Donc on a vraiment plus de 20 000 mètres carrés de surface qui sont utilisés. Donc si je prends juste très rapidement ce graphe excusez-moi pour la qualité un peu médiocre, mais j'ai pas pu la rendre plus nette, mais ça montre un petit peu en fait les différents acteurs qu'il y a au Royaume-Uni, à quel moment ils interviennent au niveau de la recherche. On essaie de s'intéresser à toute la chaîne de valeur, hein, parce qu'on voit qu'il y a un peu cette vallée de la mort entre quand on trouve quelque chose en université, qu'il faut que ça marche à l'échelle industrielle.
il y a énormément d'échecs. Et le Royaume-Uni s'intéresse vraiment à comment on peut essayer de soutenir ces entreprises, ces universitaires, ces startups qui ont des choses très innovantes, mais il faut que ça fonctionne, il faut que ça puisse être commercialisé. Donc on voit un des acteurs principaux qui est assez intéressant, on va dire, c'est l'APC, donc le Advanced Proportion Center, qu'on voit tout en bas et tout à droite, qui eux, en bas, on voit que c'est en fait des fonds qui sont donnés à taux de 50-50. Hein, donc c'est des projets de recherche en collaboration. Donc il y a plein d'autres pays qui viennent faire ces recherches en Angleterre et avec des constructeurs, des équipementiers, des acteurs universitaires qui vont tous se mettre en commun. Ils mettent 50% du budget R&D et s'ils sont pris, le Advanced Proportion Center, donc le gouvernement donne 50% également de fonds pour faire ces projets. Et ensuite, dépendant des résultats des recherches, on peut passer à la Automotive Transformation Fund, qui est donc tout à droite, le ATF, qui est en fait là vraiment des subventions qui sont données pour vraiment passer à l'étape industrielle. Maintenant qu'on a conçu, l'étape de la conception en fait de ces batteries, donc tout ce qui est la recherche, l'innovation, etc. Il faut maintenant construire. Et il y a plein de choses à construire. Une des premières choses à construire, c'est les supply chains. Donc, comme on l'a vu juste avant, et Tommaso l'a aussi expliqué, les minéraux sont très présents et représentent une énorme partie de la valeur du véhicule électrique. Donc, si je vais revenir sur cette slide, mais juste avant, en minéraux critiques, ça, ce serait la demande en 2030 du Royaume-Uni. Donc, on peut voir, il y a plusieurs couleurs pour plusieurs hypothèses. C'est assez dur, en fait, à ce moment même, d'avoir des estimations précises sur comment ça va fonctionner, parce que ça dépend de combien il y aura de véhicules électriques exactement en 2030. Aussi, quelle sera la technologie utilisée? Ce sera plus d'LFP ou plus de NMC, on ne sait pas trop. Mais globalement, si on prend les moyennes, les besoins en 2030 du Royaume-Uni, c'est quoi? C'est 5 000 tonnes de lithium, 80 000 tonnes de nickel, 11 000 tonnes de cobalt, 10 000 tonnes de manganèse et 135 000 tonnes de graphite. Le graphite, on rappelle, c'est le matériau qui est utilisé pour l'anode. Et donc, comme on voit, il y a une demande croissante, et d'où le principe, en fait, pour le gouvernement de vraiment s'intéresser à cette partie, à cette partie-là de la supply chain, parce qu'en fait, comme on le voit, donc tout en bas, on a des accords stratégiques avec des pays. Pourquoi? Parce que s'il y a un truc qu'on ne peut pas créer, c'est où est-ce qu'on source les matériaux. S'il n'y a pas de cobalt au Royaume-Uni, il n'y en aura jamais, il faut qu'on puisse. C'est là que c'est intéressant de vraiment avoir des accords de libre-échange, des accords avec d'autres pays pour pouvoir sourcer ces matériaux. Et oui. Je vous redonne la parole tout de suite, évidemment. Ça, c'est un deuxième point que moi j'ai trouvé très, très intéressant et très différenciant par rapport à tout ce que je peux voir ailleurs, c'est qu'en fait, le Royaume-Uni, c'est-à-dire le gouvernement britannique, a passé des accords avec des pays pour garantir l'approvisionnement en matières premières. Et à ma connaissance, je ne crois pas qu'aucun autre acteur en Europe continentale ait fait ça. C'est-à-dire que je ne crois pas que ton gouvernement ait contracté quoi que ce soit. Des constructeurs le font. Des constructeurs prennent des participations, passent des accords avec des acteurs privés, en fait. C'est des accords entre acteurs privés. Mais je ne crois pas que ni le gouvernement allemand, ni français, ni personne en Europe, et pour cause, parce que nous, on aurait ça serait compliqué. Je ne sais pas si en Europe, on aurait l'aptitude, la capacité à ce qu'un seul gouvernement serait autorisé à se garantir un approvisionnement au détriment d'autres pays. Je ne sais pas, je me pose la question, Tommaso. J'ai entendu Luca Di Meo dire qu'il avait entendu, donc c'est quelqu'un de l'Union européenne qui, lui, allait voir les pays pour négocier au niveau Europe des accès aux matières premières, que cette personne lui disait que où il allait, les Américains étaient passés avant et les Chinois 10 années plus tôt. Voilà. Et donc voilà, c'était un peu ça ce qu'il disait, et c'est qui souligne le fait que tout ça est bien entendu quelque chose qu'on observe dans plusieurs pays, mais il faut bien rappeler que la Chine et maintenant les États-Unis ont pris les devants, et donc même si on va négocier, il y a quelqu'un qui a négocié avant toi, et donc c'est quand même très compliqué. Il y a une vraie question, à mon avis, des souverainetés là qui s'ouvrent. Le graphite, c'est quelque chose qu'on n'a pas. C'est essentiellement en Chine, les graphites aussi. Les matières rares aussi qu'on utilise
Donc, quand on raisonne sur, en termes de souveraineté et de dépendance, il y a l'histoire des panneaux solaires. Je pense que vous avez entendu la presse. Il y a des boîtes européennes qui se sont lancées un peu comme les gigafactories aujourd'hui dans la production des panneaux solaires, qui sont en train aujourd'hui de mettre la clé sous la porte parce qu'il y a des panneaux solaires importés des Chine qui coûtent 4-5 fois moins cher. Donc il y a vraiment, à mon avis, si les pays européens ou la Grande-Bretagne y vont chacun de son côté, alors il faudrait y aller tous ensemble, mais voilà. La question que je me pose derrière, c'est que la Grande-Bretagne, elle peut faire ce qu'elle veut puisqu'elle n'est plus dans l'Europe. Mais même dans le cadre où tu aurais un représentant de l'Europe qui négocie un approvisionnement, comment tu fais la répartition après entre pays européens? C'est là où c'est... Comme avec les masques de Covid, il faut quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, soit on le fait, et l'Europe devient cet Airbus de la batterie et de l'industrie automobile et des véhicules électriques abordables qui sont évoqués des uns et des autres, soit il ne le devient pas. Et bon, je te laisse terminer. Non, mais c'est des points très intéressants et c'est vrai qu'on avait déjà parlé, Franck, avant. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe aussi. C'est vrai que c'est pas aussi simple, mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il faudrait une forme enfin, que tout le monde se mette d'accord sur, parce qu'il faut que ce soit, dans tous les cas, il faut que l'Europe se réindustrialise, que ce soit la France. Il faut aussi qu'on s'intéresse à ces autres parties des chaînes de valeur. Donc, par exemple, si on revient aux minéraux critiques. Pour ceux qu'on trouve au Royaume-Uni, donc le lithium notamment, comme on l'a vu, eh bien le gouvernement s'intéresse vraiment à ça parce qu'ils disent on a ça, il faut qu'on puisse en utiliser le potentiel. Donc par exemple, avec cette joint venture entre Imerys et British Lithium qui, dans le sud-ouest, dans les Cornouailles, sud-ouest de l'Angleterre, qui va extraire ce lithium et le raffiner, qui serait en fait cette source pourrait fournir du lithium pour des batteries pour plus de 500 000 véhicules par an pendant 30 ans. Donc c'est pas du tout négligeable. Ça pourrait être la moitié de notre production en 2030. Et l'État donne bien évidemment des subventions pour ça parce que c'est très important. Et je vois que vous projetez également, la réflexion elle va jusqu'à l'équipement nécessaire pour faire ce travail, puisque là je vois que vous avez mis un travail, alors je sais pas comment l'interpréter, avec des acteurs chinois, coréens, japonais. J'imagine que c'est pour les machines qui permettent de traiter et de faire le raffinage. Alors ça, je vais y venir, c'est quelque chose de un tout petit peu différent. Je vais y venir juste après si tu me permets. En fait, tout d'abord il y a le midstream, donc ça c'est quand on a extrait ces minéraux critiques, on a vu qu'il faut les raffiner. Il y a tout un tas de processus chimiques qui dépendent des matériaux. Et comme on l'a vu avant, la Chine vraiment domine ça. Hein. Donc la Chine, principal raffineur de métaux critiques, avec 57% du lithium au monde, 65% du cobalt et 69% des matériaux qui sont utilisés dans la cathode. Ce qui est intéressant, ce que j'ai pas mis il y a tout plein d'autres types de statistiques, mais par exemple, au niveau de la graphite, la Chine produit quasiment 100% des graphites mondiales utilisées dans les batteries. Mais par contre, ils se fournissent 85% de cette graphite, de la coke utilisée avant, vient principalement des États-Unis et aussi du Royaume-Uni. On le voit donc juste en dessous, on a la raffinerie Phillips 66 qui est au nord de Lincolnshire pour le coke du pétrole qui est utilisé pour la graphite. Mais on n'a pas cette deuxième étape. En fait, la chaîne de valeur est tellement complexe que on a beau pouvoir extraire. Ça part en Chine et ça revient. Exactement, ça part, on pourrait... En fait, c'est ça aussi. Et le but, on le voit avec les nouvelles règles qu'il y a eu en France, notamment avec le bonus écologique qui dépend du score environnemental, etc. Si on commence à s'intéresser, par exemple, à une partie de la chaîne de valeur, mais qu'il faut leur renvoyer en Chine pour le renvoyer... Enfin, c'est assez compliqué et il y a vraiment un intérêt très, très important de devoir s'intéresser à toutes ces chaînes de valeur. Et même si, par exemple, on extrait du nickel en Asie, mais qu'une fois qu'il est amené en Europe, eh bien, on fait tout de A à Z en Europe et on le garde en Europe, même si on veut du cyclage, eh bien, on pourra avoir une boucle en soi un petit peu infinie dès qu'on l'a extrait pour vraiment limiter ces transports qui aussi jouent énormément sur l'impact carbone en fait. Voilà. Et donc l'autre comme on l'a vu, par exemple, il y a aussi au sud du Pays de Galles cette raffinerie du nickel. Donc c'est encore un exemple sur les bases sur lesquelles on peut construire cette supply chain, même s'il y a plein d'autres choses à faire encore. Et au niveau de l'équipement d'usine, ça en fait, Franck, c'est quelque chose c'est plutôt en fait sur les équipements d'une gigafactory, parce qu'une gigafactory c'est
super complexe. Les équipements, tout est automatisé, c'est très très cher. Et en fait, une étude montre que à peu près 40% du prix d'une Gigafactory, c'est des équipements qui sont dedans, en fait. Alors que c'est quand même une surface au sol qui est immense. Enfin, c'est très technologiquement, c'est très très poussé. Et en fait, on voit que les acteurs principaux ceux qui fabriquent ces machines sont eh bien, en Asie, donc chinois, les Coréens, Japonais principalement, mais qui sont déjà d'ores et déjà à 95% de leur capacité. Il y a des délais de livraison super longs. Donc, s'il y a de plus en plus de demandes de Gigafactory, en fait, il va y avoir un problème, quoi. Il y a il y a des acteurs autrichiens et allemands qui font un petit peu d'équipement, mais c'est très minime. Et en Europe, il n'y a pas on va pas être en fait prioritaire comparé à d'autres gigafactories qu'il faut être construits en Chine notamment. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est très important à prendre en compte, quoi. Donc encore une fois, ce que le Royaume-Uni a identifié comme enjeu majeur. Donc on a déjà vu cette slide, je vais passer sur la partie de la collaboration internationale. Donc très brièvement, on l'a mentionné, mais il y a différents types de partenariats stratégiques. Donc on a signé 7 accords avec des pays au niveau des minéraux critiques. Et il y a aussi des accords de libre-échange, notamment avec l'Australie. On a aussi d'autres pays de l'Asie et Océanie-Pacifique avec ces CPTPP, donc c'est pas très beau à lire, mais c'est des accords de libre-échange qui nous permettent en fait de vraiment faciliter ces échanges commerciaux, notamment pour les éléments qu'on ne pourra pas produire au Royaume-Uni. Et encore une fois, en fait, cette collaboration en R&D qui est assez intéressante, parce que le Royaume-Uni, encore une fois, est très ouvert en fait à accueillir des partenaires. C'est là où on va dire, même si le Royaume-Uni se la joue un petit peu solo au niveau des accords de libre-échange, par exemple, puisqu'ils ont un peu plus de liberté, ils sont très intéressés et ils travaillent beaucoup avec l'Europe pour les projets de recherche. Ils sont revenus dans le projet Horizon Europe. Ils travaillent beaucoup avec, par exemple, cette université allemande. Et tous les industriels européens qui sont implantés en Angleterre font beaucoup de projets d'R&D au Royaume-Uni. Et enfin, il y a d'autres choses aussi à construire, annexes à tout ce qu'on a évoqué avant, comme l'énergie. Moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment choqué, c'est cette étude de l'APC qu'on a vue, c'est que si toutes les gigafactories qu'on aura en Angleterre, en fait, si on a juste les gigafactories pour le besoin de production de véhicules électriques en Angleterre, ça représentera 3% la consommation électrique du Royaume-Uni sera pour cette supply chain, en fait. C'est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette industrie sera très très énergivore et il y a beaucoup de travail à faire avec les fournisseurs d'énergie et tous les différents acteurs pour en connecter, parce que quand on crée un nouveau site au milieu de nulle part, eh bien, parce que par exemple le nord de la France très industriel, etc. C'est un petit peu différent là où au Royaume-Uni, c'est un pays plus petit. Trouver un site qui est assez grand pour avoir une gigafactory, c'est pas super facile et c'est souvent mis nulle part. Et quand il faut connecter avec ces demandes vraiment astronomiques d'énergie, c'est vraiment pas simple. Et ça prend beaucoup de temps. Et il y a un enjeu de réduire ces délais aussi, parce que les investisseurs quelquefois se disent c'est trop compliqué d'aller au Royaume-Uni parce que les démarches pour avoir le permis de construire, pour connecter l'énergie, etc., c'est absolument abominable, quoi. Et donc ça, c'est aussi autre chose qu'on voit à droite pour vraiment, il y a un enjeu pour essayer de fluidifier toutes ces démarches administratives, vraiment qui sont clés, en fait, parfois, qui sont le facteur qui fait que un investisseur vient au Royaume-Uni ou non. Parfois, c'est vraiment ça. Et juste pour finir, la partie un peu maintenir, une fois qu'on a construit, qu'on s'est vraiment fait la conception de tout ça, il faut maintenir tout ça. Il y a on va dire deux choses principales. Il y a vraiment, en fait, il ne faut pas mettre de l'argent uniquement dans les équipements, dans les raffineries, dans les gigafactories, etc. Il faut aussi investir dans nos talents, le savoir-faire, parce que c'est des métiers qui sont totalement nouveaux. Donc par exemple utiliser ce budget jusqu'à 2030, là où il y a des milliards qui ont été débloqués par le gouvernement, pour aussi justement, on voit tout en bas, il y a 50 millions de livres qui ont été investis là sur 2 ans pour un plan en fait de faire l'alternance dans le secteur de batterie, pour en fait vraiment promouvoir ces métiers industriels qui en fait maintenant, et c'est les mêmes problèmes en France où travailler dans une usine, faut pas faire ça, enfin faut aller à l'université pour pas aller à l'usine, alors qu'en fait si on serait industrialisé et qu'il y a plein d'usines qui vont travailler dedans, c'est un enjeu très intéressant, mais il faut vraiment promouvoir. Et moi pas si tard que ce matin, quand je marchais pour prendre le métro, on arrêt de bus qui montrait une pub du gouvernement français qui montrait l'industrie avec une image assez fashion, assez sympa, vraiment pour montrer à quel point ce qu'on produit,
ce qui est des choses qui sont sympas qu'on utilise, et bien ça passe par ces processus-là. Et c'est des métiers, mine de rien, qui sont de plus en plus techniques. Hein. C'est comme je l'ai évoqué, la Gigafactory, tout est automatisé, donc c'est des métiers vraiment à forte valeur et qui sont assez techniques et assez compliqués. Et aussi, donc tous ces domaines de l'économie circulaire. Donc on va voir les batteries. Soit vont être recyclés pour refaire des batteries véhicules, soit on peut aussi donner une seconde vie. Surtout, il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans le domaine du stockage d'énergie. Donc ça, c'est une chose très intéressante. Mais encore une fois, on voit qu'il y a des enjeux absolument énormes. Hein. Le Royaume-Uni essaye de vraiment s'intéresser à ce que fait l'Union européenne, pour le coup, sur ces normes, en fait, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais au fur et à mesure des années, il y aura tant de pourcents. Une batterie doit avoir, je sais pas, en 2028, je crois que c'était 16% de nickel recyclé, des choses comme ça. Ce qui, bien sûr, dépend de plein de choses, hein, de combien on aura de batteries recyclées d'ici là. Mais on va dire que le Royaume-Uni essaie de s'intéresser à ça pour vraiment suivre ces mêmes lignes. On voit qu'ils ont fait des estimations qu'ils auraient besoin de vraiment 3 grandes usines de recyclage requises en 2035 pour en fait pour assouvir à leurs besoins de recyclage de batteries et de production, en fait, parce que ce sera lié au fur et à mesure du temps, quoi. Donc voilà, c'était à peu près tout. Je me permets juste de vous mettre cette slide si jamais on voulait poursuivre, parce que je pense qu'on a pas mal débordé. Je suis désolé. Si voilà, j'ai mis mes coordonnées, mon numéro, mon adresse mail, si vous scannez le QR code ça vous amènera sur mon LinkedIn. Je serais ravi de discuter avec vous, que ce soit à la fin de cette journée aussi. Parce qu'en fait, nous, de façon juste très, très brève, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que moi, je travaille dans le secteur économique de l'ambassade du Royaume-Uni, donc je me focalise uniquement sur les relations business franco-anglaises, et notamment sur l'ingénierie, le secteur industriel et automobile. Je suis vraiment pas un expert dans toutes ces choses, mais c'est en discutant avec des personnes comme Franck, etc., que je m'intéresse vraiment à en fait quelles sont les différentes trends, les besoins, parce qu'en fait sur ce domaine-là, la France et le Royaume-Uni ont quand même plein de choses en commun. Et nous, très brièvement, ce qu'on fait, on travaille dans les deux sens un peu. Donc, on va aider, notamment, on va dire, les entreprises françaises qui sont implantées en Angleterre, donc que ce soit des nouvelles ou des existantes, pour les soutenir dans leur développement au Royaume-Uni. Et on a aussi accès en fait à une énorme base de données au Royaume-Uni de toute la chaîne de valeur. Et parfois, sur d'autres secteurs, on a travaillé avec des groupes français, par exemple, sur l'approvisionnement en certains besoins dans la chaîne de valeur qui ne sont pas trouvables en France, par exemple. Et pour justement cette économie circulaire être un peu plus locale, eh bien parfois, nous, en fait... Oui, je crois qu'il y a... On est là pour être à l'écoute de l'industrie française pour savoir de quels produits ils auraient besoin et qu'on puisse faire un travail avec eux. Pas du tout, non. Par contre, si effectivement on n'est pas payé, tenez-moi au courant. Moi, Il y a quelqu'un qui n'est pas payé. Ça, c'est dur. Ouais, je ne trouvais pas non plus. Bon, bah super. Édouard, merci beaucoup, parce que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant par rapport à... Moi je n'ai pas en tête l'équivalent dans nos pays, en termes d'études d'impact, y compris quand vous quantifiez, par exemple, le nombre de tonnes de batteries qu'il faut recycler, donc ça intègre vos besoins énergétiques initiaux. Bah nous, c'est quelque chose sur lequel, par exemple, moi je suis allé il n'y a pas très longtemps avec les recycleurs. Et les recycleurs, ils n'ont pas projeté ça du tout pour le moment, et ils sont même beaucoup plus prudents, parce qu'en fait, quand vous parlez avec eux, ils vous disent, nous, on n'imagine pas monter une usine de recyclage avant 20 ans. Tout simplement parce qu'on n'aura pas la matière, on n'aura pas assez de batteries, parce que le jour où on investit là-dedans, il faut l'alimenter derrière. Donc, ça présuppose déjà un stock très important de voitures électriques. Vous voyez ? Ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est très compliqué parce que pour que ce soit commercialement viable, je comprends. Moi, j'avais discuté avec des acteurs français justement sur ça. Eh bien, ils pourraient pas en construire une tout de suite parce qu'il n'y a pas assez de batterie. Et on a besoin de toutes les batteries utilisées. Pour l'instant, il y en a très peu et ça marcherait pas. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a un pays qui
qui lui n'attend pas, c'est la Chine, et ils sont très très forts dans le recyclage. En fait, si on le fait pas, si on n'investit pas, il faut faire confiance, je pense, et c'est ça qui est compliqué, mais c'est vraiment un espèce de pari, un investissement où il n'y aura pas du tout de profit pendant longtemps. Mais si on le fait pas maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on ferait de ces batteries, le peu de batteries qui seront stockées là, on les enverrait peut-être en Chine, puis en fait, peut-être qu'on construira jamais nos recyclages. Enfin, c'est un peu, on s'avance un peu dans le flou, c'est vrai, mais le Royaume-Uni s'intéresse beaucoup à cette notion d'économie circulaire, de recyclage de batteries, parce qu'elle va être clé en fait dans le futur. Même si là, tout de suite maintenant, si on construit un centre de recyclage, eh bien, ça, il ne marche pas. Merci beaucoup. Il nous reste 15 minutes, donc je vais terminer. Non, je vais aller vite. Vous allez voir, rassurez-vous, j'ai très peu de slides. Plus de son. Très bien.